Ça aurait dû être une journée magnifique. Le genre d'après-midi ensoleillé sur la côte, où les brises parfumées à la lavande flottent par les portes ouvertes, où les flûtes de champagne scintillent comme des bijoux, et où chacun parle avec cette douceur réservée aux futures mamans. C'est que ce que j'avais imaginé, en tout cas. Ce pourquoi je m'étais préparée, soigneusement emballée d'un ruban argenté, signé, avec amour, Léa and Jonas. Mais la main de mon mari dans la mienne était dure comme de la pierre quand nous avons franchi le seuil. Au début, j'ai cru que c'était le trac, peut-être un problème de cybersécurité au bureau ou un souvenir persistant de ces années aux urgences dont il n'arrivait pas à se défaire. Jonas devient silencieux quand il est tendu, concentré, clinique, comme s'il cherchait un pouls que personne d'autre ne penserait à vérifier. Je l'avais déjà vu faire. Mais jamais comme ça. Marianne nous a accueillis à la porte dans une robe lilas vaporeuse qui flottait autour d'elle comme un nuage. Son sourire était large, ses joues lumineuses, ses mains posées instinctivement sur la courbe parfaite de son ventre. Le ventre était symétrique. Trop parfait peut-être, mais je n'y ai pas prêté attention à ce moment-là. Juste de la magie de grossesse. « Léa! Jonas! » s'est-elle exclamée en m'enlaçant. Son parfum sentait la pivoine et la poudre. « Je suis tellement contente que vous soyez là. » La main de Jonas n'a pas desserré son étreinte. Nous sommes entrés. La maison en bord de mer était impeccable. Guirlandes crème et lavande, amuse-bouche traiteur, même une harpiste près de la terrasse qui jouait un air délicat. Les rires flottaient par les portes ouvertes du balcon. J'ai tout absorbé, la chaleur, la perfection soigneusement orchestrée, et j'ai commencé à respirer de nouveau. Puis, Jonas s'est penché, ses lèvres ont effleuré le bord de mon oreille. « Il faut qu'on parte », a-t-il murmuré, la voix tendue et basse. Maintenant, j'ai cligné des yeux, me suis légèrement reculée. « Quoi ?» Il n'a pas répondu, son regard a balayé la pièce, le buffet, le petit groupe d'invités près de la table à cadeaux, la femme équilibrant une assiette de charcuterie dans une main et un mocktail dans l'autre. Il ne cherchait pas quelqu'un, il calculait quelque chose. « Je suis sérieux ?» a-t-il ajouté à peine audiblement. « On ne devrait pas être là. » Le poids dans sa voix m'a glacée, mais j'ai souri quand même. Réflexe. « Jonas, c'est la fête de Marianne, » ai-je chuchoté en retour. « Elle l'organise depuis des mois. » Il m'a regardé une seconde de plus, puis a lâché ma main. C'est à cet instant que je l'ai ressenti, la faille, la fissure minuscule qui fendait la journée. J'ai avancé dans la pièce, souriant et hochant la tête à des visages connus. Mais derrière moi, Jonas est resté dans l'encadrement de la porte, observant comme quelqu'un qui sait ce qui va arriver avant que ça ne frappe. Et même là, je ne l'ai pas suivi dehors. Parce que comment aurais-je pu croire qu'il y avait un danger caché dans quelque chose d'aussi doux qu'une fête prénatale? Je n'avais aucune idée que ce murmure serait le premier domino, que dans quelques heures, rien de cette journée, ni de Marianne, ne semblerait encore innocent. Il y a des personnes avec qui on grandit si complètement que leur histoire devient indissociable de la vôtre. Pour moi, cette personne, c'était Marianne. Des cabanes dans les arbres à l'école primaire aux appels nocturnes à la fac à propos de garçons qui ne répondaient pas aux messages, elle était toujours là, la constante. Ma sœur choisit. Nous avions notre propre langage, 1000 blagues entre nous, une carte de nos vies si bien mémorisée que nous n'avions plus besoin d'explications. Je savais qu'elle mentait à sa mère rien qu'au petit spasme de son sourcil gauche. Elle savait que je mâchais de la glace uniquement quand je retenais mes larmes. Notre amitié traversait toutes les versions de nous-mêmes, maladroite, ambitieuse, brisée, en reconstruction, et je lui faisais plus confiance qu'à quiconque partageait mon sang. C'est pourquoi je n'arrivais pas à accorder l'inquiétude dans la voix de Jonas avec la femme qui avait sangloté dans mes bras après son 3e échec de FIV. La même femme qui m'avait envoyé une bougie chaque mois pendant ses traitements hormonaux, chacune avec un nom absurde, lavande de l'espoir, agrumes du nouveau départ. Un rituel, une bouée. Quand elle m'avait annoncé qu'elle était enfin enceinte, elle avait tellement pleuré qu'elle n'arrivait pas à parler.
On était assis sur son balcon, le vin restait intact, et elle m'avait tendu l'échographie comme un objet sacré. Ses mains tremblaient, les miennes aussi, et maintenant, je me tenais au milieu d'une fête qui ressemblait à un tableau Pinterest grandeur nature. Nappe en lin crème, dragée dans des bocaux en verre, panneaux calligraphiés disant « Elle arrive bientôt ». Marianne évoluait parmi tout ça comme une reine, gracieuse, rayonnante, adorée. Mais Jonas restait en retrait, les bras croisés, le regard tranchant à travers la décoration. « Elle est magnifique », lui ai-je soufflé, essayant d'attendrir ce mur invisible qu'il avait érigé. Il n'a pas répondu. Il continuait de l'observer. Ça n'avait aucun sens. Certes, Marianne avait toujours aimé tout contrôler, ses fêtes étaient chronométrées à la minute, ses vacances organisées par code couleur. Mais ce n'était pas un crime, c'était juste elle. Qu'est-ce qui pouvait bien clocher dans une journée comme celle-là? J'ai rejoint un groupe près de la table du gâteau, riant quand quelqu'un a deviné le poids du bébé, 2,7 kg et très stylé. La pièce bourdonnait de légèreté, de joie. Mais Jonas ne m'a jamais rejointe, pas une seule fois. Quand la harpiste s'est arrêtée, Marianne a tapé contre son verre et a fait un petit discours. Elle a remercié tout le monde d'être venu, plaisanté sur ses pieds gonflés malgré ses sandales sans la moindre marque. Tout le monde a souri à son histoire de fringales de cornichons à l'aneth et de crêpes aux pépites de chocolat. J'ai ri aussi, même si quelque chose au fond de mon esprit me démangeait. C'était rien, juste Jonas qui me montait la tête. C'est ce que je me suis dit, jusqu'à ce que je regarde de l'autre côté de la pièce et le vois toujours planté près de la porte, la mâchoire crispée, les yeux rivés sur Marianne, comme s'il voyait quelque chose que je ne pouvais pas voir. C'est là que j'ai eu le premier doute. Et s'il avait raison, nous n'en avons pas parlé dans la voiture sur le chemin du retour. La route serpentait le long du littoral, le soleil de fin d'après-midi projetant de longues traînées dorées sur le tableau de bord. Marianne nous avait enlacés tous les deux à la porte, ses bras doux autour de moi, sa gratitude débordante. Jonas avait esquissé un sourire crispé, rien de plus. J'avais envie d'être en colère contre lui, pour l'ombre qu'il avait jetée sur cette journée, pour la façon dont son silence pendant la fête m'avait fait sentir que rire revenait à trahir quelqu'un. Mais surtout, je voulais qu'il m'explique. Qu'est-ce que c'était ça? Ai-je fini par demander, la voix calme mais froide. Jonas n'a pas répondu tout de suite. Ses mains étaient fermement posées sur le volant, son regard fixé sur la route. J'ai attendu. « Tu l'as vu, » a-t-il dit enfin. « Tu n'as rien remarqué? »« Remarqué quoi? Qu'elle est magnifique! Qu'elle est enfin heureuse! » Non, pas ça. Sa mâchoire s'est contractée. Qu'elle n'est pas enceinte? Les mots ont claqué comme une gifle. Je l'ai regardé, attendant un rire, une correction, un adoucissement. Rien n'est venu. C'est grave ce que tu dis, Jonas. Je sais. Il m'a jeté un regard bref, puis a de nouveau fixé la route. Le ventre, a-t-il poursuivi. Trop parfait, trop immobile. Sa posture, ses chevilles, son énergie. Elle flottait dans cette maison comme sur une scène. Pas une seconde d'inconfort. Et tu sais ce que je n'ai pas vu? Aucun rappel de rendez-vous médical. Aucune échographie sur le frigo. Aucun complément prénatal dans la salle de bain. Pas une seule trace. Tu es allé dans sa salle de bain? Je me suis lavé les mains, a-t-il dit d'un ton neutre. Je remarque les choses. Tu le sais. Je le savais. Jonas ne ratait jamais un détail. C'était ce qui faisait de lui un professionnel exceptionnel et parfois ce qui donnait l'impression que notre mariage se vivait sous surveillance. Et il y avait quelqu'un d'autre à cette fête, a-t-il ajouté, la voix plus basse. Un homme que j'ai reconnu. Je l'ai regardé, méfiante. C'est un chirurgien pédiatrique. Il travaille à l'hôpital que j'ai quitté il y a 2 ans. Il a déjà signalé Marianne pour avoir tenté d'accéder à des dossiers médicaux restreints avec le mot de passe de quelqu'un d'autre. Elle avait dit qu'elle cherchait des profils pour une gestation pour autrui, mais c'était faux. Ça n'a aucun sens. Elle a utilisé un faux nom. J'ai secoué la tête, mais le geste était vacillant, peu convaincant. C'est ma meilleure amie,
ai-je dit. Elle ne ferait pas semblant. Elle ne pourrait pas. Jonas n'a pas répliqué. Il a juste conduit, le silence entre nous s'épaississant. La mer s'étendait à côté, calme et infinie. Mais, en moi, quelque chose de petit et pointu avait commencé à bouger, une écharde de doute. Je connaissais Marianne depuis l'enfance. Mais si certaines parties d'elle m'étaient restées invisibles, et si la femme que j'avais toujours défendue construisait quelque chose en secret, quelque chose de dangereux, et si cette journée parfaite n'avait jamais été réelle, je n'ai pas réussi à dormir cette nuit-là. Jonas était allongé à côté de moi, immobile, déjà en train de sombrer. Mais mes yeux restaient fixés au plafond, traçant des motifs invisibles dans les ombres. Chaque détail de l'après-midi repassait en boucle dans ma tête. Les flûtes de champagne, les serviettes couleur crème, la façon dont Marianne riait toujours au moment parfait. Et l'homme près de la cheminée. Je ne l'avais pas remarqué au départ, pas vraiment, juste un invité de plus, un flou bien habillé parmi une foule de célébrations soigneusement orchestrées. Mais maintenant, en me concentrant, je pouvais me souvenir. Grand, costume sombre, cheveux poivre et sel, son verre de vin à peine effleuré. Ses yeux ne suivaient ni pas Marianne avec tendresse. Il l'observait comme quelqu'un qui collecte des données. Je me suis tournée vers Jonas dans l'obscurité. Dis-moi exactement ce qui s'est passé entre elle et le chirurgien. Il n'a pas ouvert les yeux. Je te l'ai dit. Redis-le-moi. Il a soupiré, lentement, avec résignation. Elle est venue à l'hôpital poser des questions. Elle disait chercher des infos sur l'éligibilité à la GPA, mais elle ne travaillait pas avec une agence. Elle a utilisé un faux nom pour essayer d'entrer dans les dossiers internes. Profil compatible, antécédents médicaux. Le chirurgien a donné l'alerte. La sécurité a enquêté. Elle a disparu avant qu'on puisse la retrouver. Elle ne m'a jamais rien dit, ai-je murmuré. Non, elle ne t'aurait rien dit. Ma gorge était sèche. Et tu es sûr que c'était elle? Je n'étais pas à l'hôpital ce jour-là, mais j'ai vu le rapport. Il y avait sa photo. Je me suis levée et dirigée vers la cuisine, les pieds glacés sur le carrelage. J'ai versé de l'eau sans la boire. Je tenais juste le verre, fixant le mur comme s'il allait me donner des réponses. Rien n'est venu. Le matin venu, j'ai parcouru de vieux messages de Marianne. Des textos avec des photos de ventre arrondi, des commentaires sur ses envies, des plaintes légères sur des maux de dos. Mais aucun nom de médecin, aucun rendez-vous, aucune date d'échographie, aucun prénom envisagé, pas même une photo de la chambre du bébé. Et là, ça m'a frappé. Tout était en surface. Joli, mais vague. Je suis remontée jusqu'à l'annonce. Une photo devant sa cheminée, une main sur le ventre. La légende. Les miracles arrivent quand on ne les attend plus. Hâte de rencontrer cette petite âme. Des milliers de likes, des dizaines de commentaires bienveillants, aucune date prévue, aucun terme mentionné. Ce n'était pas rien, mais c'était vide. Et pourtant, je résistais à ce sentiment qui prenait racine dans mon ventre. La suspicion avait un goût amer, surtout quand elle se tournait vers quelqu'un qu'on aime. Peut-être que Jonas se trompait, peut-être que Marianne avait voulu garder les choses privées parce qu'elle avait tant souffert. Peut-être qu'elle voulait simplement protéger sa joie, mais je n'arrivais pas à me détacher du souvenir de l'homme près de la cheminée, la façon dont ses yeux s'étaient plissés, non pas d'admiration, mais d'avertissement, comme s'il regardait quelqu'un construire une maison en allumettes, et qu'il se demandait quand viendrait l'étincelle. Je n'en ai pas parlé à Marianne, pas tout de suite. À la place, je l'ai appelée le lendemain après-midi en prétendant avoir oublié un petit cadeau à la fête, quelque chose d'assez banal, pour ne pas éveiller de soupçons. Elle était joyeuse, enjouée, m'a dit de passer quand je voulais. Elle m'a dit qu'elle sortirait pour une course, mais que la maison était ouverte, que je pouvais entrer sans problème. En haut des escaliers, première porte à droite, m'a-t-elle rappelé, la voix chantante, la chambre du bébé. Le mot n'avait plus la même résonance désormais. 1 heure plus tard, j'étais sur son perron, les mains vides, les paumes moites malgré la brise. Sa maison était toujours parfaite. L'allée bordée de lavande, une couronne délicate suspendue à la porte. Tout y disait bienvenue.
Tout en moi criait malaise. À l'intérieur, le silence pesait. Pas de musique, pas de bruit de lave-vaisselle ou de télévision au loin. Juste le craquement régulier des lattes sous mes pas en montant l'escalier. La porte de la chambre était entr'ouverte. Je l'ai poussée doucement. La pièce était impeccable. Mur crème, rideau blanc, un berceau positionné avec soin. Mais quelque chose clochait. Le matelas du berceau était nu, le babyphone encore emballé dans son plastique posé sur la commode. Une pile de couches rangée bien droit, étiquette encore en place. Aucun détail personnel, aucun linge, aucun désordre. Juste l'idée d'une chambre de bébé mise en saine, intacte. Je me suis approchée du bureau dans le coin. Un dossier s'y trouvait, épais de papier. Il n'aurait pas dû être ouvert. Je n'aurais pas dû y toucher. Mais mes doigts ont bougé avant que je puisse les retenir. À l'intérieur, des lettres, des remerciements de couple, certains dactylographiés, d'autres manuscrits, des phrases revenaient comme des échos. Nous sommes honorés que vous nous ayez choisis. Hâte de l'accueillir chez nous. Vous nous offrez le plus beau cadeau. Chaque lettre faisait référence à un prénom différent, des villes différentes, des chronologies différentes. J'ai trouvé un email imprimé sur papier à En-tête hospitalier, Marianne, sous un pseudonyme, promettant des nouvelles d'une grossesse qu'elle ne portait pas. Chaque couple croyait être le seul. Je me suis laissée tomber sur le bord de la chaise. Ma respiration était courte, ma poitrine serrée. Elle ne faisait pas que prétendre être enceinte. Elle prétendait être mère porteuse pour plusieurs familles. Et il lui envoyait de l'argent, des cadeaux, des lettres d'amour enveloppées de désespoir. J'ai replacé le dossier exactement comme je l'avais trouvé, les mains tremblantes. Je suis sortie de la pièce, descendue les escaliers, repassée par la porte. Dehors, l'air me paraissait trop coupant, trop bruyant. La brise venue de la mer, autrefois apaisante, me lacérait désormais. J'ai conduit en silence jusqu'à la maison. Plus tard ce soir-là, Jonas ne m'a pas demandé ce que j'avais trouvé. Il n'en avait pas besoin. Il a vu mon visage et il a su. Je suis restée éveillée encore, non plus à cause du doute, mais de quelque chose de plus glacial. Elle ne mentait pas juste. Elle construisait quelque chose à partir de mensonges. Une tour, un piège, et j'étais debout au milieu, en souriant. Le lendemain matin, je suis retournée chez Marianne. Cette fois, j'ai dit à Jonas que j'allais marcher un peu. Il n'a pas posé de questions. Il m'a simplement regardée comme la veille, en silence, avec cette compréhension qui n'a pas besoin de mots. Le ciel était couvert, le vent s'était levé, tout semblait plus lourd. Je me suis garée un peu plus loin dans la rue, assez pour que personne ne remarque ma voiture. Sa maison était calme, figée, cette immobilité particulière qui n'existe que quand personne n'est là et que personne n'est attendu. J'ai sonné une fois pour la forme. Attendu. Puis j'ai sorti la clé de secours dessous le 3e pot de fleurs, toujours au même endroit. À l'intérieur, rien n'avait changé. La même odeur de lavande, les mêmes sols cirés. Si quelque chose avait évolué, c'était que tout paraissait encore plus parfait. Mise en scène, pas habitée. J'ai remonté les escaliers à nouveau, plus lentement cette fois. Chaque craquement sous mes pas semblait amplifié, comme si la maison elle-même voulait me prévenir. La porte de la chambre était toujours entr'ouverte. Je l'ai poussée du bout des doigts, m'attendant à ce que le dossier ait disparu. Il était toujours là, exactement là où je l'avais laissé, comme s'il m'attendait. Cette fois, j'ai lu plus attentivement. Les détails étaient accablants. Chaque lettre était précise, les noms des couples, leurs métiers, leurs histoires. L'une venait d'une veuve endeuillée ayant perdu son mari dans un accident de voiture, convaincue que ce bébé était sa seconde chance. Une autre venait d'un couple homosexuel qui avait déjà peint la chambre en jaune, neutre et pleine d'espoir. Tous croyaient que Marianne les avait choisis personnellement, que l'enfant grandissant en elle leur appartenait, et les dates se chevauchaient. Elle avait construit des chronologies parallèles, grossesses multiples, une seule femme, plusieurs ventres, tous inventés. Il y avait aussi des reçus, des dons notés comme soutien, des virements, des étiquettes d'expédition issues de listes de naissance. Tout paraissait officiel.
Tout semblait juste assez crédible. Mais rien n'était réel. Elle n'avait pas porté d'enfant. Elle n'était inscrite à aucune agence de gestation. Elle avait fabriqué une fausse identité si complète que même moi, je n'avais pas vu les fissures. Au fond de la pile, j'ai trouvé des photos. Elle, posant avec son ventre, légèrement modifiée à chaque cliché. Le même décor, la même lumière. Seule la tenue ou la pose changeait. Une progression mise en scène. Une chronologie qui ne suivait aucune logique biologique, mais personne, en les regardant séparément, ne s'en serait rendu compte. Elle avait joué son rôle à la perfection. Les sourires, l'éclat, les mots soigneusement choisis, et elle avait utilisé jusqu'à la dernière parcelle de confiance que j'avais en elle pour vendre son histoire. Si je suis restée là longtemps, sans pleurer, juste immobile, comme si le fait de ne pas bouger pouvait m'empêcher d'être écrasée par le poids de tout ça. Finalement, je me suis levée. J'ai tout remis exactement comme je l'avais trouvé. Redressé le dossier, lissé la couette du petit lit dans le coin, et en partant, j'ai fermé la porte à clé derrière moi. Je n'étais pas prête à lui faire face, pas encore. Mais je savais que ce n'était pas simplement une tromperie, c'était un vol, d'argent, d'espoir, de futur qu'elle n'avait aucun droit de toucher. Je n'en ai parlé à personne, ni à Jonas, ni à ma sœur. Même pas à cette voix dans ma tête qui pousse toujours à agir quand quelque chose déraille. J'ai juste attendu. Le dossier me hantait, pas seulement son contenu, mais sa précision. Marianne l'avait construit comme un portfolio, propre, organisé, méthodique. Comme si chaque email falsifié et chaque message copié avait été posé avec soin, comme des briques dans un château de cartes minutieusement monté. Je repassais sans cesse les lettres de remerciement, toutes ces voix, pleines d'espoir, pleines de confiance. Il y en avait une que je n'arrivais pas à chasser de ma tête, une note tapée à l'ordinateur, avec une légère inclinaison, la police un peu trop grande. Merci, Marianne, de m'avoir fait croire à nouveau en la famille. Signé simplement Laura. Pas d'adresse de retour. Juste ce prénom. Cet espoir. Quel genre de personne peut voler ça à quelqu'un? Ce soir-là, j'ai sorti un carnet de mon étagère et commencé à écrire les noms. Je ne pouvais pas faire autrement. Ils me revenaient comme des murmures. Michael et David, Trina et Sam, la veuve qui n'avait jamais donné son prénom. Je les ai tous notés, pas comme preuve, comme êtres humains. J'avais besoin de voir les vies qu'elle avait touchées et tordues. Jonas a remarqué le changement chez moi, bien sûr. Il m'a posé la question une fois, doucement. « Tu as trouvé ce que tu cherchais? » J'ai juste hoché la tête. J'en ai vu assez. Nous n'en avons plus reparlé après ça. Mais je continuais à me demander, depuis combien de temps faisait-elle ça? Avait-elle commencé après le dernier échec de FIV? Ou le plan avait-il germé avant, lentement, dans des moments de désespoir et d'envie? Et pire encore, avait-elle vraiment voulu un enfant? Ou s'agissait-il d'autre chose? De contrôle, d'argent, de pouvoir? Je me souvenais d'elle disant un jour, il y a des années, « Certaines femmes sont faites pour devenir mères. Moi, je suis faite pour devenir des histoires. » On avait ri. Je pensais que c'était une blague. Je n'en étais plus si sûre. Ce week-end-là, j'ai roulé jusqu'aux falaises près de la mer, notre endroit préféré à la fac, à l'époque où on était fauchés et où tout semblait brut et sincère. On apportait une bouteille de vin bon marché, on s'adossait au rocher et on parlait des vies qu'on construirait un jour. Marianne disait toujours qu'elle voulait qu'on se souvienne d'elle. Pas célèbre, pas riche, juste inoubliable. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait, non? Je suis restée là, le vent sur le visage, le carnet sur les genoux et la douleur de la trahison grondant sous ma peau comme un orage hors de vue. Je voulais la haïr. Une partie de moi la haïssait. Mais une autre partie, celle qui lui avait tressé les cheveux en 5e et pleuré avec elle dans les salles d'attente d'hôpital, ne ressentait que du vide, comme si quelque chose était mort doucement et que ce deuil ne m'appartenait qu'à moi. Je ne savais pas quoi faire ensuite, mais je savais que je ne pouvais plus ignorer ce que j'avais vu. Et Marianne,
ne pouvait plus ignorer que quelqu'un d'autre savait désormais. Je me suis mise à le voir partout, les petits mensonges, les vérités biaisées qui étaient autrefois passées inaperçues parce que je lui faisais une confiance absolue. Ce n'était pas seulement la fausse grossesse, c'était les histoires, les contradictions subtiles qui avaient émaillé notre amitié pendant des années, des choses que j'avais rangées sous oubli ou stress ou simplement Marianne qui fait du Marianne. Elle m'avait un jour raconté que son ex l'avait trompée avec une collègue, qu'elle les avait surpris ensemble. Un an plus tard, elle m'avait dit que ce même homme était parti précipitamment après qu'elle l'a confronté pour l'avoir harcelée. À l'époque, je n'avais pas relevé l'incohérence. Je me souvenais seulement des larmes. J'avais offert du réconfort, pas de lucidité. Il y avait aussi cette fois où elle m'avait dit que sa cousine lui avait volé de l'argent, qu'elle avait ouvert une carte bancaire à son nom et l'avait saturée de dépenses. J'avais acquiescé, indignée pour elle. Mais lorsque j'avais doucement proposé de l'aider à trouver un avocat, elle avait éludé, dit que tout était réglé. Elle avait un talent pour devenir le centre du chaos, sans jamais laisser personne trop s'approcher des flammes. Aujourd'hui, chaque souvenir semblait déformé, chaque rire partagé teinté de soupçons. C'était comme revoir un vieux film et se rendre compte pour la première fois que le décor est peint et que les sourires sont joués. J'ai relu nos messages avec un regard neuf. Des textos sur les nausées matinales, sur les coups de pied qu'elle disait ressentir. Une fois, elle m'avait écrit qu'elle pleurait dans le rayon bébé de Monoprix, qu'elle réalisait enfin ce qui se passait, qu'elle avait acheté un petit body juste pour avoir quelque chose de concret entre les mains. Mais rien de tout ça n'avait eu lieu. Ou pire, c'était arrivé, mais pour de mauvaises raisons. Elle avait construit un monde et invité les gens à y croire. Pas seulement moi, des dizaines d'autres, des personnes qu'elle ne connaissait même pas, qui s'étaient accrochées à son histoire comme à une bouée. Et elle les avait utilisées. Utilisées leur douleur, leur désir, leur besoin de croire en quelque chose de plus grand que la perte. J'ai commencé à tout imprimer, des emails, des captures d'écran, des relevés bancaires qu'elle m'avait partagés il y a des mois, preuves de dépenses qui ressemblaient maintenant à des mises en scène. Chaque page ajoutée à la pile croissante me comprimait un peu plus la poitrine. Ce n'était pas juste de la documentation, c'était la trahison rendue tangible. Il n'y avait plus de place pour le doute. Marianne n'était pas tombée dans un mensonge. Elle l'avait bâti, morceau par morceau, avec la patience de quelqu'un profondément engagé dans la tromperie. Et pourtant, ce qui me rongeait le plus, ce n'était pas l'ampleur, c'était la facilité avec laquelle elle avait tout inventé, la facilité avec laquelle je l'avais cru. Je l'avais défendu, aimé. Je l'avais regardé rayonner à cette fête et j'avais pensé, voilà à quoi ressemble la guérison. Mais la guérison ne vient pas de mensonges empruntés. Et l'amour, aussi profond soit-il, ne peut survivre dans un endroit où la vérité n'a aucune racine. Je ne suis pas allée à la police, pas encore. À la place, je suis restée avec ce poids, matin après matin, mon café refroidissant à côté d'une tartine intacte, mes mains enroulées autour de la tasse comme si elles pouvaient m'ancrer à quelque chose de solide. Je repassais chaque conversation avec Marianne de l'année écoulée, chaque moment où elle m'avait regardé droit dans les yeux pour me servir un fragment de ce rêve soigneusement fabriqué. Elle savait ce que j'avais perdu. Elle connaissait ma fausse couche 2 ans plus tôt. Elle m'avait tenue dans ses bras pendant ce deuil, apporté de la soupe, du silence et des mots doux quand personne d'autre ne savait quoi dire. Et c'est ce qui rendait cette trahison plus profonde. Ce n'est pas seulement qu'elle avait menti, c'est qu'elle avait utilisé ma douleur comme toile de fond pour sa mise en scène. Si quelqu'un devait la croire, c'était moi. Et elle le savait. Il y a eu des nuits où je répétais ce que je lui dirais si je la confrontais. Je m'imaginais entrer chez elle avec le dossier à la main, le poser sur la table et regarder son visage passer de la confusion à la reconnaissance puis à la peur. J'imaginais le moment où ces histoires se fissureraient, le silence qui suivrait quand elle comprendrait qu'elle n'avait plus rien à inventer, mais chaque fois, j'hésitais, parce qu'au fond de la colère, il restait encore quelque chose de plus doux,
du chagrin peut-être, ou de la culpabilité. Une part de moi se souvenait encore de la fille qui me glissait des coupes de compote en plus à la cantine, qui avait frappé un garçon au bras pour m'avoir traité de banale, qui dessinait de petites étoiles à côté de mon prénom quand on s'échangeait des mots en cours. Comment affronter quelqu'un qui vous a aimé comme ça et qui a menti quand même? J'ai fait une liste. 2 colonnes. L'une intitulée « Parler », l'autre « Me taire ». Sous « Parler », j'ai écrit « Protéger les familles »,« Stopper l'arnaque »,« Faire ce qui est juste ». Sous « Me taire », j'ai écrit « Loyauté »,« Passé commun »,« Peur ». La deuxième liste ressemblait à une blessure. J'ai fixé la page longtemps, puis je l'ai arrachée du carnet et jetée à la poubelle. Il n'y avait pas de réponse facile. Chaque fois que j'essayais de définir ce qu'elle avait fait, ce que je devais faire, ça glissait. Était-ce une fraude, une manipulation émotionnelle, un vol, le deuil déguisé en illusion? Ou était-ce quelque chose de plus froid encore? Au final, je n'ai pris aucune décision cette semaine-là. J'ai juste attendu. Je suis allée travailler. J'ai répondu à des mails. J'ai fait les courses, souri poliment aux voisins, fait semblant que tout allait bien. Mais à l'intérieur, je me défaisais. Parce qu'une fois qu'on connaît la vérité sur quelqu'un qu'on aime, on ne peut plus l'ignorer. On peut seulement choisir quel genre de silence on est prêt à garder. Et le mien devenait insupportable. Ce n'était pas moi, c'est la première pensée qui m'a traversé l'esprit en voyant le titre. Escroquerie à la maternité de substitution sur la côte, une femme accusée d'avoir trompé plusieurs familles. J'étais dans la file de la pharmacie, une boîte d'ibuprofène dans une main, mon téléphone dans l'autre. L'article était là, en gras et impitoyable, sous une photo que je connaissais trop bien. Marianne, souriante, les cheveux au vent, prise sur la plage 1 an plus tôt. Une photo que j'avais prise. Mon estomac s'est noué. Je n'ai pas lu l'article tout de suite. Suite. Je suis restée figée, toujours la boîte en main, une chaleur montant dans ma nuque, comme si tout le monde autour de moi pouvait entendre le sang rugir dans mes oreilles. J'ai payé. Rejoins ma voiture. Me suis assise derrière le volant, en silence. Ce n'est qu'alors que j'ai ouvert le lien. Tout y était. Des témoignages anonymes de couples adoptants, des accusations de faux dossiers médicaux, des téléphones jetables, des promesses dupliquées. Aucune arrestation pour l'instant, mais une enquête en cours. Aucun nom cité par les familles. Mais assez de détails pour que quiconque la connaissait comprenne. Et soudain, je n'étais plus la seule à savoir. L'histoire s'est répandue rapidement. Cet après-midi-là, mon téléphone n'a pas arrêté de vibrer. Des messages de connaissances, d'anciens collègues, même une tante que je n'avais pas vue depuis des années. Tous posaient la même question, formulée différemment. « C'est Marianne, non? » Je n'ai répondu à aucun. Jonas est rentré plus tôt d'une réunion. Il avait vu aussi. Il n'a pas dit « je te l'avais dit », il n'en avait pas besoin. Nous étions assis l'un en face de l'autre à la table de la cuisine, l'article ouvert sur nos écrans respectifs, le silence entre nous chargé de tout ce que nous ne disions pas. « Tu crois qu'elle sait que c'est sorti? » ai-je fini par demander. Il a hoché la tête. « Elle sait. » J'imaginais Marianne quelque part, téléphone en main, regardant son monde s'effondrer en temps réel. Je me demandais quel visage elle portait à cet instant, le choc, le déni, ou ce même calme calculé qu'elle arborait à la fête. Je ne savais pas ce qui me faisait le plus peur. Le soir venu, quelqu'un avait publié un fil en ligne rassemblant les témoignages des couples concernés. Ce n'était pas 3 ou 4, c'était plus d'une douzaine. Chacun croyait être le seul. Chacun avait des photos, des messages, une trace qui menait jusqu'à elle. Et pourtant, je n'avais prononcé son nom à personne, pas publiquement, pas encore. Mais la vérité s'était échappée, comme de la fumée à travers les fissures, et personne ne pourrait la contenir. Elle ne m'avait pas seulement trahi, elle avait brûlé chaque pont sur lequel elle avait posé le pied, ne laissant que des braises. Et maintenant, le vent les avait trouvés. Marianne a disparu, son téléphone passait directement sur la messagerie.
Ses comptes sur les réseaux sociaux avaient disparu du jour au lendemain. La maison en bord de mer était silencieuse, rideaux tirés, boîte aux lettres débordantes dès le 3e jour. Personne ne l'avait vue. Personne ne savait où elle était partie. Le silence qu'elle laissait derrière elle était plus bruyant que tout ce qu'elle aurait pu dire. Je pensais que je me sentirais soulagée, ce ne fut pas le cas. Ce que j'ai ressenti était plus difficile à nommer, quelque chose entre le chagrin et la nausée. Comme faire le deuil d'une mort qu'on n'a pas vue venir, pour réaliser que la personne qu'on pleure est encore là, quelque part, respirant, cachée. La tempête médiatique n'a pas duré, elle ne dure jamais. L'histoire était captivante, mais elle se battait contre des scandales plus gros, des noms plus bruyants. En une semaine, elle avait disparu de la une. Mais les dégâts, eux, étaient restés. L'un des couples avait publié un communiqué de façon anonyme. Une simple phrase enfouie dans un article de suivi local. Elle nous a fait croire que nous étions choisis. C'est ce qui fait le plus mal. Cette phrase m'est restée. Je la portais en moi comme une écharde dans la poitrine. Les gens autour de moi ont commencé à s'éloigner, incertains de ce que je savais ou depuis quand je le savais. Je le sentais dans leurs regards quand on se croisait en ville, cette pause hésitante avant qu'ils ne parlent, la question qu'ils ne formulaient pas. Est-ce que ce que j'avais été complice? Est-ce que ce que je savais? Je ne leur devais aucune réponse. Mais le doute grattait quelque chose de fragile en moi. Je l'avais cru, défendu, j'avais souri à cette fête comme tout le monde. Pire, je l'avais accueillie chez moi quelques semaines plus tôt, partagé des repas, échangé des confidences, sans jamais deviner l'ampleur de ce qu'elle était en train de tisser. Jonas, lui, restait solide. Il savait naviguer dans le chaos. Mais je le surprenais souvent à m'observer, comme s'il attendait que quelque chose casse en moi. Ce n'est pas arrivé, pas à l'extérieur, mais une partie de moi, oui, a commencé à s'éteindre. Il y a une forme étrange de honte à avoir été proche de quelqu'un qui fait des choses terribles. Peu importe que je n'ai rien su, peu importe que je n'ai rien cautionné. Ce qui comptait, c'est que je l'avais aimé, que je l'avais appelé ma famille, que j'avais ces à garder ses secrets sans savoir qu'ils étaient toxiques. J'ai cessé de répondre aux appels, de consulter les actualités. Le silence entre Marianne et moi, autrefois rempli de souvenirs partagés et de messages quotidiens, était désormais un canyon, large, écho, irréparable. Elle disait toujours « On vieillira ensemble, toi et moi », les mêmes mèches grises, toujours à finir les phrases de l'autre. Mais ce ne serait pas le cas. Cet avenir avait disparu comme elle, trop facilement, trop vite. Et la version de moi qui croyait en elle sans jamais douter, elle avait disparu, elle aussi. C'était un jeudi soir quand elle est revenue. Le genre de nuit où la pluie tombe en nappes régulières, pas dramatique mais incessante, imbibant tout d'un silence gris. J'étais assise sur le canapé, une couverture sur les jambes, une tasse de camomille refroidissant à côté de moi. Jonas était encore au travail. L'appartement était calme, le coup fut léger, 3 petites tocs, puis le silence. Je ne bougeais pas tout de suite. Je fixais la porte, comme si elle allait frapper à nouveau, comme si j'avais peut-être rêvé. Puis ce fut de nouveau « ah là », 3 coups lents, délibérés. J'ouvris la porte, et elle était là. Marianne se tenait sur mon seuil, trempée jusqu'aux os, les cheveux plaqués contre ses joues, le mascara coulant dans les creux sous ses yeux. Elle ne ressemblait plus à elle-même, ni à la femme de la fête prénatale, ni à la conteuse assurée que j'avais connue toute ma vie. Elle semblait petite, ébranlée. « Je ne savais pas où aller, » dit-elle doucement. Sa voix était rauque, à peine un murmure, comme si elle n'avait pas parlé à voix haute depuis des jours. Je ne dis rien. Elle baissa les yeux vers ses pieds, puis releva le regard. « Je peux entrer ?» Et c'était instinctif, peut-être un réflexe, qui me fit me décaler. Elle franchit le seuil comme un fantôme, dégoulinante sur le parquet, les bras croisés sur elle-même. Je refermai la porte derrière elle et m'y adossai, sans savoir si j'essayais de retenir le froid dehors ou autre chose à l'intérieur. Marianne se tenait au milieu du salon, incertaine de l'endroit où aller. Ses yeux glissèrent sur la couverture sur le canapé,
la tasse à moitié vide, le bourdonnement discret du réfrigérateur. Elle avait autrefois sa place ici. Maintenant, on aurait dit qu'elle ne se souvenait plus de ce que ça faisait. « Je ne suis pas venue demander quoi que ce soit, » dit-elle, à peine audible. « Je ne savais juste pas où aller. » Je ne lui tendis pas de serviette. Je ne lui proposai pas de s'asseoir. « Tu as disparu, » dis-je. « Je sais. » Ils disent qu'il y a une douzaine de familles, voire plus. Elle tressaillit, à peine un mouvement dans ses épaules. Ça m'a échappé. Ma mâchoire se crispa. Ça t'a échappé? Je ne voulais pas que ça. Non, coupai-je. Ne me dis pas que ce n'était pas intentionnel. Elle me regarda alors, vraiment. Ses yeux étaient vides, mais quelque chose y scintillait, du remords peut-être, ou de la panique. Je pensais pouvoir réparer, offrir quelque chose de vrai à quelqu'un avant que ça ne me rattrape. Je la fixais. L'eau de pluie s'accumulait à ses pieds. Et ceux à qui tu as menti, ceux à qui tu as volé, eux, ils ont quoi? Elle ne répondit pas. Elle restait là, trempée, silencieuse. Je ne lui demandais pas pourquoi elle était venue. Je ne lui demandais pas ce qu'elle voulait. Je le savais déjà. Pas le pardon, même pas la sécurité. Elle voulait un abri contre l'effondrement, mais je n'étais pas sûre de pouvoir lui offrir ne serait-ce que cela. Je l'ai laissée rester, pas parce que je lui avais pardonné, pas par pitié, mais parce que quelque chose dans son regard m'avait dit qu'elle n'avait déjà plus nulle part où aller. Et peut-être que, quelque part, dans un recoin meurtri de moi-même, j'avais besoin de voir à quoi ressemblait la chute de ses mensonges, en chair et en os. Elle a pris une douche en silence, ressortie vêtue d'un sweat de Jonas, les manches tombant bien au-delà de ses poignets. J'ai préparé du thé, posé. Une tasse sur le plan de travail sans la regarder. Elle l'a bu comme si ça faisait mal. Nous avons peu parlé ce soir-là. Elle s'est recroquevillée sur le canapé avec une couverture, sans demander plus. J'ai dormi la porte fermée. Le matin est arrivé dans un calme feutré. Le ciel était encore lourd de pluie. Elle était déjà réveillée quand je suis entrée dans la cuisine, fixant la fenêtre avec l'immobilité de quelqu'un qui tente de ne pas exister. « Tu ne devrais pas être ici, » ai-je dit. Elle ne s'est pas retournée. Je sais. Il te cherche. Je sais ça aussi. J'ai attendu davantage, des excuses, un plan, même un effondrement. Mais Marianne est restée là, les épaules rentrées comme si elle attendait qu'un poids lui tombe dessus. « Tu t'es servi de moi, » ai-je fini par dire, la voix basse. « Tu as utilisé notre amitié pour couvrir tes mensonges. » Elle s'est tournée alors, lentement. Son visage paraissait plus vieux, éteint, comme quelqu'un qui avait cessé de faire semblant. Ce n'était pas prévu, au début. Les mots flottaient dans l'air, fragiles et à vif. Mais quand tu m'as cru, a-t-elle poursuivi, ça a rendu l'histoire réelle, même si elle ne l'était pas. Ce n'est pas du réconfort, Marianne. C'est de la cruauté. Je sais. Elle s'est assise à la table, les doigts autour de la tasse chaude, les yeux fuyant les miens. Je me disais que je donnais de l'espoir aux gens, a-t-elle dit, que je ne faisais que gagner du temps jusqu'à ce que je trouve une solution, jusqu'à ce que ça devienne vrai. Et quand ça ne l'est pas devenu, elle n'a pas répondu, elle a juste regardé son thé comme s'il pouvait parler à sa place. Je me suis assise en face d'elle, les bras croisés, le cœur glacé. Tu as falsifié des lettres. Tu as pris de l'argent à des gens en deuil, désespérés d'avoir un enfant. Tu as vendu un rêve à quiconque était prêt à payer. Et tu as utilisé ton corps, ton charme, ton amitié comme des outils. Elle a tressailli à ces mots. Ce n'était pas pour l'argent, a-t-elle murmuré. Pas vraiment. Alors c'était pourquoi? Ses yeux ont croisé les miens. Et pendant un instant, le masque est tombé complètement. Le contrôle, a-t-elle dit. Être nécessaire, être au centre de quelque chose. Après tant d'années à voir tout m'échapper, mon travail, mes relations, mon corps qui me trahissait, je voulais être choisie, même si je devais inventer pourquoi. Voilà, la vérité, petite et brutale. Je n'ai pas ressenti de pitié, pas de colère, juste de l'épuisement. « Tu ne peux pas rester ici, » ai-je dit. Marianne n'a pas protesté.
Elle a simplement hoché la tête, comme si elle savait déjà que c'était la dernière fois que je la laissais entrer, et peut-être la dernière fois que quelqu'un le ferait. Elle est partie peu après midi, pas de valise. Juste un sac en toile avec Dieu sait quoi dedans et son manteau encore humide aux manches. Elle n'a pas demandé où aller, elle n'a pas demandé d'argent. Elle est juste restée là, devant la porte, la main sur la poignée, comme si elle attendait qu'on la retienne. Je ne lui ai rien donné. Tu crois qu'ils vont porter plainte? A-t-elle demandé, sans me regarder. Je ne sais pas, ai-je dit, mais je pense que quelqu'un l'a déjà fait. Elle a hoché la tête, lentement, pas surprise. Je le pensais, tu sais, a-t-elle dit, la voix ténue. Ce que j'ai dit à propos de donner de l'espoir. Ce n'est pas comme ça que l'espoir fonctionne, ai-je répondu. Elle n'a pas contredit. Elle m'a juste regardé une dernière fois et quelque chose a traversé son visage. Du regret, peut-être, ou de la honte. Difficile à dire. Malgré tous ses talents pour les mots, Marianne avait toujours été plus douée pour dissimuler que pour se dévoiler. « Je t'ai aimé, tu sais », a-t-elle dit doucement. Le passé résonna comme du verre brisé sur du carrelage. Je ne l'ai pas dit en retour. Elle est partie sans un mot de plus. Je suis restée à la fenêtre à la regarder descendre la rue, la tête baissée contre le vent, disparaissant comme elle l'avait toujours fait, silencieusement, efficacement, comme quelqu'un qui se glisse derrière un rideau. Je ne l'ai pas suivie, je n'ai pas pleuré, mais j'ai senti quelque chose se décrocher dans ma poitrine, une libération, une sorte de deuil qui ne pleure pas. Il relâche. Plus tard ce soir-là, j'ai rouvert le dossier. Tout y était encore. Les emails, les copies des lettres, les contrats de maternité de substitution qui n'avaient jamais existé. J'ai étalé chaque page sur la table, non pour les analyser, ni pour les classer, mais pour les affronter. La vérité, en entier. Elle avait fait ça. Elle l'avait choisi. Et malgré sa douleur, malgré sa dégringolade, elle avait pris des décisions délibérées qui avaient laissé de vrais dégâts derrière elle. Quelque part, il y avait des chambres de bébés peintes dans des couleurs qui ne correspondraient jamais à la peau d'un enfant. Quelque part, il y avait des prénoms choisis avec espoir, des chaussettes minuscules pliées, des cadres pour échographie encore vides. Et tous ces lieux étaient maintenant figés, à cause d'elle. À cause de l'histoire qu'elle avait besoin de rendre réelle, peu importe qui cela blessait. J'ai allumé une bougie, santal et myrrhe, et j'ai observé la flamme longtemps. Pas pour un rituel, pas pour pardonner, juste pour m'asseoir dans le silence et ressentir le poids du savoir. Le genre de savoir qu'on ne peut pas désapprendre. Elle m'avait aimé, peut-être, à sa façon. Mais l'amour n'est pas un bouclier quand il sert à aveugler. Et la confiance ne survit pas au feu si personne n'essaie de l'éteindre. Marianne ne l'a jamais fait. Et maintenant, il ne restait que les cendres, de l'amitié, de la foi, de la femme que je croyais connaître. J'ai attendu 3 jours de plus avant d'appeler l'avocate. Pas parce que j'hésitais, plus maintenant, mais parce que j'avais besoin de temps pour stabiliser ma main, pour laisser le vacarme dans ma tête se transformer en quelque chose qui ressemble à de la résolution. Le cabinet que Jonas m'avait recommandé était spécialisé dans la fraude et la fausse déclaration. La femme qui a décroché était calme, méthodique. Je lui ai expliqué que je ne portais pas plainte moi-même, je n'étais pas une victime au sens légal. Mais j'avais des preuves, beaucoup, et je voulais savoir comment les transmettre de manière sécurisée, officielle. Elle m'a écoutée sans m'interrompre. Quand j'ai terminé, il y a eu un silence de son côté, puis elle a dit « Vous avez déjà fait la majeure partie du travail. Ce que vous avez rassemblé suffit à ouvrir une enquête, si ce n'est pas déjà fait. » « Je pense que c'est déjà en cours, » ai-je répondu. « Alors, votre dossier pourrait leur permettre de la conclure. » J'ai transmis le dossier numériquement, scanné et organisé. J'ai gardé la copie papier, cependant. Pas par vengeance, pas pour me protéger, mais parce que j'avais besoin d'une trace de ce qui se passe quand le silence ne suffit plus. Avant la fin de la semaine, quelqu'un est venu chercher les originaux, une enquêtrice du parquet local. Elle n'a pas dit grand-chose,
a simplement vérifié le contenu et m'a demandé si j'accepterais de témoigner si nécessaire. Je lui ai dit que oui, pas parce que je voulais que Marianne souffre, mais parce que je connaissais l'envers du silence, et je refusais d'y vivre à nouveau. Ce soir-là, je suis passée devant sa maison. Elle était encore plongée dans l'obscurité. Les volets clos. Une boîte à clés sur la porte, probablement posée par l'agent immobilier désormais chargé de revendre un bien chargé de murmures. La pelouse commençait à jaunir. Le paillasson avait disparu. Je suis restée un moment sur le trottoir, les mains dans les poches de mon manteau, à regarder le vent agiter un brin de ruban emmêlé dans la rambarde du porche. Lavande, fanée, je n'avais pas besoin d'entrer. Je n'avais pas besoin de revoir la chambre vide. Tout ce qui comptait avait déjà quitté cette maison, et la plupart de ces choses n'avaient jamais été réelles. De retour chez moi, Jonas ne m'a pas demandé où j'étais allée. Il m'a juste regardé, a étudié mon visage un instant, puis a hoché la tête, comme s'il voyait que quelque chose de définitif venait de se poser. J'ai sorti l'enveloppe du tiroir, celle que Marianne avait laissée sur ma table avant de partir. Fermée, jamais ouverte. Je l'ai fixée longuement, puis je l'ai glissée dans le tiroir du bas, sous de vieilles déclarations d'impôts et des garanties expirées. Un endroit où les choses oubliées vont pour rester. Parce que je n'avais plus besoin de ces mots, j'avais la vérité. Et la vérité, une fois dite, une fois nommée et consignée, trace une ligne qu'aucune excuse ne peut franchir. J'ai traversé sa maison une dernière fois. Elle était en ligne maintenant, prix réduit, photo vidée de toute touche personnelle. J'avais pris rendez-vous pour une visite privée sous un autre nom, pas pour acheter, juste pour voir ce qu'il restait, pour parcourir l'espace comme une étrangère. L'agente immobilière m'a accueillie à la porte, tout sourire et enthousiasme récité. J'ai hoché la tête, dit peu de choses, la laissant me faire visiter la cuisine mise en scène, le salon qui résonnait. Mais je ne me souciais pas des plans de travail en granit ni du plafond cathédral. Je voulais voir la chambre du bébé. Quand elle s'est tournée pour vérifier son téléphone, je suis montée seule à l'étage. La porte était ouverte. Plus de berceau, plus de rideaux, les murs crème repeint en beige neutre. Rien d'autre qu'une légère empreinte là où se trouvait autrefois une commode et l'ombre d'un clou au-dessus. L'air sentait la peinture fraîche et la poussière. Vide. Je me suis tenue au milieu de la pièce et j'ai laissé le silence m'envelopper. Ça ne me hantait plus. Ça clarifiait. Cette pièce n'avait jamais été un lieu d'attente pour un enfant. C'était une scène. Et maintenant, le spectacle était terminé. J'ai repensé à toutes ces fois où Marianne et moi avions parlé de devenir mères. Comment nous avions prévu d'élever nos enfants ensemble. Les anniversaires au parc, les soirées pyjama, les déguisements assortis pour Halloween. Nous avions rêvé ces rêves côte à côte comme s'ils allaient forcément devenir réalité. Mais à un moment, son rêve s'était tordu, était devenu autre chose. Quelque chose qui ne demandait ni amour ni patience, seulement la croyance. Et, une fois qu'elle avait ça, elle n'avait plus besoin de vérité, juste d'attention. C'est ça, aller dans le coin où se trouvait le bureau. Je voyais encore la forme dans la moquette, aplatie là où les pieds reposaient. C'est là que j'avais trouvé le dossier. C'est là que tout avait commencé à se délier. Je n'ai pas pleuré. Le chagrin était déjà passé à travers moi. Ce qui restait maintenant, c'était quelque chose de plus net, plus tranchant. Ce n'était pas ma perte, pas vraiment. Elle appartenait aux personnes qu'elle avait trompées, aux familles qui porteraient son absence comme un fantôme, qui rangeraient les cadeaux jamais ouverts et réécriraient des avenirs auxquels elles avaient osé croire. Mais il fallait que je voie cet endroit. Il fallait que je me tienne dans le mensonge et que je respire l'air où elle l'avait construit, pour me souvenir à quel point quelque chose de faux peut sembler vrai. En bas, l'agente immobilière m'a appelé par le nom que je lui avais donné. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai jeté un dernier regard autour de moi, puis je suis sortie, refermant la porte derrière moi dans un clic. Je n'ai laissé aucun mot. Je n'ai pas dit au revoir. Certains lieux ne nécessitent pas de clôture. Ils ont juste besoin d'être quittés, en silence.
comme une pièce qui n'a jamais été faite pour contenir une vie. Dans les jours qui ont suivi, je n'ai cessé de penser à la lettre. Celle que Marianne avait laissée sur ma table, scellée dans une enveloppe sans nom, sans indication. Elle reposait intacte dans le tiroir du bas, nichée entre des papiers oubliés et des années muettes. Un fantôme qui ne faisait pas de bruit, qui attendait, simplement. Je ne l'ai pas ouverte, pas parce que j'avais peur de ce qu'elle disait, mais parce que je le savais déjà. Ce serait sa voix, soigneusement dosée, peut-être tremblante sur les bords. Des excuses déguisées en explications, des aveux adoucis par l'émotion, et entre les lignes, une demande de compréhension, peut-être même de pardon. Mais le pardon n'est pas quelque chose qu'on accorde pour être noble. Ce n'est ni une récompense ni une cérémonie. C'est un face-à-face silencieux. Qui appartient aux deux personnes ou à aucune? J'ai beaucoup réfléchi à ce que nous devons à ceux qui nous ont aimés, à ce que signifie la loyauté quand la personne à qui vous teniez se révèle être une inconnue portant le visage de votre ami. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru à la réparation, à accorder le bénéfice du doute, à choisir de comprendre plutôt que de condamner. Mais Marianne m'a appris autre chose. Certaines choses ne sont pas faites pour être réparées. Elles sont faites pour être retenues, afin qu'elles ne se reproduisent jamais. Dis jamais, ce n'est pas de l'amertume, c'est de la vigilance. La compassion sans limite devient une permission. Et j'avais passé trop d'années à confondre le silence avec la grâce. Un après-midi, je suis passée devant un magasin de jouets, un de ces endroits chics avec des vitrines pastel et des mobiles peints à la main. Un couple se tenait juste devant, berçant un bébé entre eux, le genre de scène qui autrefois faisait pleurer Marianne. Je me suis arrêtée, pas par tristesse, par lucidité. C'était ces gens-là qu'elle avait trompés, ce bébé, le miracle de quelqu'un d'autre encore en attente. Elle avait pris plus que de l'argent, elle avait pris du temps, des possibles, cet espace sacré entre l'espoir et la confiance. Et peut-être qu'au départ, elle n'avait pas eu l'intention d'être cruelle. Peut-être que c'était la solitude, la peur. Mais les bonnes intentions n'effacent pas les dégâts. Le désespoir n'annule pas les conséquences. Je me suis demandé si les familles qu'elle avait trompées se retrouveraient un jour. Si elles se parleraient, compareraient leurs récits, construiraient une nouvelle forme de communauté à partir de leur perte partagée, une vérité plus forte que le mensonge qui les avait unis. Peut-être que c'était que le seul bien possible à tirer de tout ça, une prise de conscience qui allait au-delà d'elle, un lien entre survivants. Quant à moi, je n'avais pas besoin de cercle, ni d'étiquette, ni même d'une conclusion. J'avais seulement besoin d'une ligne nette, et je l'avais tracée avec du papier, avec le silence, avec mes choix. Je n'ai jamais ouvert la lettre, parce que certaines portes n'ont pas besoin d'être rouvertes, certaines vérités n'ont pas besoin de plus de mots. Et certains amours, aussi profonds et ont-ils été, ne survivent pas à ce qu'on leur demande de tolérer. La vie n'a pas changé du jour au lendemain. Il n'y a pas eu de paix soudaine, ni de clarté triomphante. Juste un retour progressif, un réalignement lent, discret, de tout ce qui avait été déplacé. J'ai repris le travail, répondu aux mails, fait des promenades sans regarder par-dessus mon épaule. La tension qui vivait sous ma peau a commencé à se relâcher, petit à petit, comme une corde qu'on aurait enfin cessé de tirer. Jonas l'a remarqué en premier. Un matin, il m'a embrassé sur la tempe et a dit « Tu respires différemment ». Je n'avais pas réalisé que je retenais mon souffle depuis si longtemps. La maison semblait différente, elle aussi, plus calme, comme si quelque chose de toxique en avait été retiré. J'ai recommencé à mieux dormir. J'ai laissé le silence devenir une paix et non plus un poids. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai préparé le dîner sans penser au vin préféré de Marianne ou à la façon dont elle s'adossait à mon plan de travail, racontant des histoires comme si elle tissait de la soie. J'ai laissé ces souvenirs se poser, non effacés, mais archivés. Certaines vérités ne sont pas faites pour être portées tous les jours. La banque a envoyé une lettre confirmant la fermeture de ses comptes.
une fin discrète, formelle. L'enquête se poursuivrait sans moi désormais. Mon rôle était terminé. Je n'ai pas célébré, mais j'ai acheté de nouveaux carnets, des pages vierges, des espaces blancs, pas pour écrire ce qui s'était passé, mais pour recommencer. À mes conditions, je n'ai plus jamais eu de nouvelles de Marianne, ni appel, ni coup à la porte, pas même un dernier message. Peut-être avait-elle compris que la ligne que j'avais tracée était réelle. Ou peut-être était-elle trop loin pour s'en apercevoir. Dans tous les cas, le silence entre nous est resté intact. Cette fois, il avait un sens. Un soir, je me suis retrouvée à marcher près de l'océan, là où tout avait commencé. La même ville côtière, le même ruban de sable où Marianne avait un jour prévu sa fête prénatale. Les vagues arrivaient, régulières, indifférentes. Le ciel se teignait de stries lavandes. J'étais pieds nus sur le rivage, laissant l'eau froide effleurer mes orteils. Pas de cérémonie, pas de révélation, juste le calme. Et dans ce calme, quelque chose a tenu. Je n'étais plus en colère, je ne la pleurais plus. Je me choisissais, moi, mon intégrité, ma clarté. Dans un monde qui demande aux femmes de pardonner en silence, d'absorber la trahison sans broncher, de placer la loyauté au-dessus de la vérité, il y a quelque chose de radical à partir sans faire de bruit, à protéger ses limites comme on protège un sanctuaire. Parce que c'en est un, je suis retournée vers les lampadaires, le bruit des vagues derrière moi. Le vent a attrapé mon manteau alors que je gravissais les marches du ponton. Personne ne m'attendait, personne ne regardait, juste moi, entière. Je n'ai jamais ouvert la lettre, parce que je n'avais pas besoin de clôture venant d'elle. Je l'avais trouvée dans la décision de ne pas me retourner. Et dans le silence qui a suivi, j'ai su, certaines fins n'ont pas besoin de raisonner. Elles ont juste besoin d'être nettes. Et la mienne l'était.